Bonjour Monsieur le Président de la Confédération. Bonjour. Et bonjour Valentin. Bonjour. Vous êtes ici à Russin à l'invitation de l'Académie du CEP, au cœur des vignes, au milieu du vignoble. C'est quand même beaucoup plus agréable que les austères couloirs du Palais fédéral. Ah, c'est différent. Vous êtes dans votre élément là. Oui, je suis dans mon élément. Ça diversifie un petit peu l'activité. Ces respirations hors session sont aussi utiles pour se ressourcer un petit peu. On a, juste après cet entretien, un grand repas qui va réunir 300 personnes sans masque, mais avec le certificat Covid. Est-ce qu'à terme, le but, c'est de pouvoir faire ce genre de rassemblement sans certificat Covid? Naturellement, et je dirais même le plus vite possible. Toutes les mesures que prend le Conseil fédéral dans cette crise, elles sont toujours analysées, sous-pesées, régulièrement réadaptées en fonction de l'évolution de la situation et nous cherchons toujours le meilleur équilibre entre les impératifs de la santé, c'est quand même la priorité, la santé de la population, et naturellement aussi le moins possible péjorer l'économie. Et ça, c'est un challenge qui jusqu'ici a plutôt bien réussi. Nous verrons pour la suite. C'est évidemment difficile de dire quand, mais est-ce que des indicateurs, des éléments pourront permettre au Conseil fédéral d'abandonner le certificat Covid? Alors, ça serait une élévation assez conséquente, en tout cas du niveau de la vaccination dans notre pays, parce que c'est ça, actuellement, c'est la seule arme qui nous permet de contrer le plus efficacement le virus. Un élément qu'on devra prendre en compte, c'est que nous entrons dans la période hivernale qui est plus favorable au virus. Donc vous êtes dehors, il y a moins de problèmes de dispersion du virus. Et il reste toujours, avec ce satané virus, j'ai envie de dire, on a toujours eu des inconnus et des mauvaises surprises surtout. Et pensez simplement, si tout à coup il devait y avoir une mutation beaucoup plus agressive, ça nous obligerait à réanalyser la situation. Mais il faut rester optimiste et nous essayons, dès que possible, naturellement, de pouvoir nous passer aussi du certificat. Les Suisses se déchirent autour de la vaccination. Alors vous avez lancé un appel au calme. Est-ce qu'il a été entendu selon vous? Je ne sais pas s'il a été entendu, il a été apprécié en tout cas. J'ai de très nombreux échos de citoyennes et citoyens, c'est peut-être la majorité silencieuse. Il y a aussi des gens qui ne souhaitent pas se faire vacciner, nous respectons parfaitement cet état d'esprit, mais encore une fois, actuellement, c'est la vaccination, et on a l'exemple du Danemark maintenant qui le montre, avec un taux de vaccination général de presque 75-80%. Le Danemark qui avait introduit très tôt un certificat Covid, un pass Covid, le supprime maintenant parce qu'il a une certaine immunité entre les personnes vaccinées et les personnes qui malheureusement sont tombées malades. La Suisse a toujours été citée comme modèle démocratique, un pays où le climat politique est assez calme. Quand on voit le palais fédéral qui doit être grillagé pour empêcher les gens, les manifestants d'accéder au palais fédéral, comment vous réagissez en tant que président de la Confédération? Alors je suis triste. Je suis aussi fâché comme président de la Confédération. Nous avons dans ce pays la chance, comparé à d'autres pays, d'avoir tous les instruments démocratiques. Nous pouvons débattre publiquement. Les conseils fédéraux sont accessibles, les gouvernements cantonaux aussi. Nous pouvons expliquer. Nous acceptons les critiques, même en termes vifs. Ça ne veut pas dire des insultes, même en termes vifs. Mais dès qu'on commence à utiliser la menace, la violence, que ce soit contre les personnes ou contre les bâtiments publics ou privés, c'est inacceptable. Et nous avons des lois, nous sommes dans un état de droit et ceci doit être respecté. En même temps, votre collègue Uli Maurer qui porte un t-shirt de groupe qui s'oppose aux mesures sanitaires et donc à l'action du gouvernement, est-ce que ça, c'est pas jeter de l'huile sur le feu de la part de votre collègue? Écoutez, le gouvernement ne commente jamais des actions ou des déclarations ou des mesures d'un autre collègue du gouvernement. Tout ceci se discute à l'intérieur du Conseil fédéral. Mais pourtant, ça concerne un petit peu la population, à qui on demande beaucoup, à qui on demande de faire des efforts, et ceux qui demandent de faire ces efforts ne donne pas l'exemple, en quelque sorte. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Non, le Conseil fédéral prend ses décisions. Encore une fois, il fait une pesée d'intérêts. Après, il décide et il assume les décisions qui sont prises. C'est comme ceci que ça se passe. Pour n'importe quel autre aspect, quand il y a des déclarations sur tel ou tel point qu'un membre du gouvernement a fait, ça reste une discussion interne du collège. Et donc vous en avez parlé avec lui, en privé? Mais nous parlons de tout et de rien entre nous. Vous êtes président, mais vous êtes UDC, et votre parti, c'est vrai, fustige depuis le début de la pandémie un certain nombre de mesures qui sont prises, des mesures qui vont peut-être trop loin, trop liberticides, etc. Comment vous gérez cette schizophrénie ensemble? Non, ce n'est pas de la schizophrénie. Regardez
ce qui se passe maintenant sur l'aspect de la gratuité des tests. Chaque les partis ont leur rôle à jouer, leur rôle spécifique. Le gouvernement, c'est l'exécutif, il a un autre rôle. Il doit prendre des décisions dans l'intérêt général pour le bien de nos concitoyennes et concitoyens. Certains trouvent les décisions qui sont prises bonnes, proportionnées et sont prêts à les suivre. D'autres trouvent qu'elles vont trop loin. Mais c'est le rôle d'un exécutif de décider et de trancher. Et le Conseil fédéral essaye de le faire chaque fois en faisant cette pesée d'équilibre entre les impératifs sanitaires et les impératifs économiques. Encore une fois, nous avons tous les droits démocratiques. Je vous rappelle qu'au mois de novembre, le peuple pourra voter sur un référendum qui demande carrément d'annuler les nouvelles modifications de la loi COVID. Et puis, nous allons voter, il y aura une décision, et j'attends après de chacun qu'il respecte la décision qui sera prise démocratiquement. Mais à aucun moment vous vous êtes dit, est-ce que je suis dans le bon parti, au fond? Non, je ne crois pas que la question n'est pas là. Chaque conseiller fédéral, un jour ou l'autre, a des réflexions de son parti qui vont contre certaines des décisions du collège. C'est tout à fait normal, puisque c'est un collège qui prend des décisions. Vous n'avez jamais totalement le succès sur une décision. Vous essayez naturellement au sein du collège de porter le message de votre parti. Puis après, le collège décide d'une mesure et la collégialité, et je vois que c'est très apprécié la collégialité dans ce pays, commande d'appuyer les décisions qui sont prises. Nous ne sommes pas dans un pays où il y a opposition, majorité et pas de droit populaire. Ici, nous avons encore des droits populaires. En tant que président, vous êtes évidemment exposé durant cette crise. Est-ce que, comme votre collègue Alain Berset, vous avez reçu des menaces? Bon, le gouvernement ne communique pas de manière générale sur la sécurité. Nous avons des spécialistes qui analysent en permanence la situation et vous comprenez que les différents dispositifs qui sont en place, premièrement, ils sont évolutifs et ils doivent rester discrets. Mais en même temps, vous dites, voilà, vous le disiez avant, les conseillers fédéraux en Suisse sont très accessibles. Quand vous venez dans ce genre de manifestation, il y a la police, il y a des gardes du corps qui sont là. Bon, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu un minimum de mesures de sécurité. Je vous rappelle que cette année, nous allons fêter, c'est pas le bon terme, je m'excuse, nous allons commémorer le 20e anniversaire de l'attentat de Zug, où un certain nombre de politiciens ont laissé la vie, d'autres ont survécu, il y a des blessures. Je crois que depuis cette époque-là, il y a eu un changement complet de paradigme en Suisse. Ces différentes mesures de sécurité sont prises à différents niveaux, dans les grands conseils, parfois auprès des conseils fédéraux, parfois même auprès des gouvernements cantonaux, mais c'est des dispositifs qui sont adaptés régulièrement et qui évoluent. Vous venez du monde rural, vous étiez agriculteur, viticulteur. On sait que dans le monde rural et aussi dans les sympathisants de l'UDC, on est peut-être un peu plus réticents sur la vaccination. Est-ce que si vous n'aviez pas été conseiller fédéral, le Guy Parlemelin vigneron se serait fait vacciner? Oui, je peux dire qu'il se serait fait vacciner parce que je respecte et j'ai confiance dans la science. Les tests et tous les essais, toute la préparation qui a été faite au niveau de ces vaccins montrent que les précautions ont été prises et j'entends. Si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, le niveau de vaccination détermine le moment où nous pourrons sortir dans la pandémie. Il y a une transparence sur certains effets secondaires qui sont connus. Dans ma famille, si je prends un exemple, certains sont fait vacciner, ils ont eu un petit peu de fièvre derrière. C'était annoncé qu'il y a certains inconvénients, mais les inconvénients sont largement en dessous des bénéfices de la vaccination. Et je crois que c'est un acte aussi de responsabilité et de solidarité. Monsieur le Président de la Confédération, est-ce que vous regrettez votre vie d'avant, la vie d'agriculteur? Non. Je crois qu'il faut jamais regarder le passé. J'avais une vie qui était aussi très agréable, variée finalement, avec l'aspect professionnel, agriculture, viticulture et de politicien, Conseil national. En entrant dans un exécutif au niveau fédéral, comme le Conseil fédéral, vous changez complètement de paradigme. Vous ne vous appartenez plus, vous appartenez quelque part à la population suisse. Nous devons prendre des décisions dans l'intérêt général. C'est passionnant, c'est pas toujours facile, mais nous avons un énorme privilège. Le jour où on en a marre, à part le fait que tous les 4 ans, les chambres fédérales doivent nous réélire, mais passé ceci, le jour où vous en avez assez, vous êtes totalement libre d'annoncer votre démission et on vous remplace. Vous aimez ce que vous faites? Oui, j'apprécie. J'ai la chance d'avoir aussi d'excellents collaborateurs et d'excellentes collaboratrices. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais c'est passionnant, c'est multiple. J'ai un département extrêmement varié. Songez le tourisme, l'agriculture, la formation, la recherche, les hautes écoles, les relations avec les partenaires sociaux, l'agriculture, l'innovation.
c'est vraiment très varié et ça me fait toujours un peu sourire parfois quand je vais à l'étranger. Je suis seul face à 5 ministres parce qu'en face de moi, j'ai le ministre du Travail, le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Agriculture et moi je leur dis, écoutez, moi je suis ça tout seul. Il n'y a qu'avec la France que je n'ai pas cette chance puisque face à notre collègue Bruno Le Maire, lui, il a l'économie et les finances. Nous sommes 2 Suisses, M. Maurer qui a les finances et moi qui ai l'économie. Les vendanges vont bientôt débuter. Est-ce que ça représente des souvenirs particuliers pour vous? Oui, c'est des souvenirs agréables. Cette année, naturellement, n'est pas facile à vivre. La crise Covid a eu des impacts très violents sur le milieu viticole. Songez à toutes les grandes manifestations publiques qui n'ont pas pu avoir lieu. C'est autant de consommation de vin en moins. Les restaurants fermés, c'est une période extrêmement difficile pour la viticulture suisse. Et cette année, en plus, vous avez eu du gel, de la grêle par endroits et des attaques de champignons style mildiou, odium qui ont détruit de grandes parties de récoltes. C'est vraiment une période difficile, mais je crois qu'il faut serrer les coudes. Quand je discute avec des vignerons, naturellement, ça fait partie aussi du job, mais c'est un cap qu'il va falloir passer. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Vous êtes un peu la success story version suisse, le paysan qui devient président. Alors, c'est quelque chose que le système suisse permet, naturellement. Ce qui est je crois que c'est une bonne chose. Il faut aussi avoir un petit peu de chance. Pour être conseiller fédéral, il faut être au bon moment, au bon endroit, et puis qu'il y ait une certaine conjonction des forces politiques. Des fois, celui qui dérange le moins aussi. Non, je crois pas. Je crois que, bon, il y avait toujours un dicton qui disait « est élu le monsieur au costume gris tout au fond de la salle ». Mais ce n'est pas exactement ça. Ce sont 246 conseillers nationaux, conseillers aux États, qui font une pesée d'intérêt. On a un système de coalition où il faut que les personnes travaillent ensemble dans l'intérêt du pays. Et si vous regardez l'histoire, il y a eu des personnalités flamboyantes et des personnalités moins flamboyantes, mais elles ont toutes eu le bien commun devant les yeux et c'est ma mission de conseiller fédéral. Il y a évidemment cette scène incroyable de votre présidence. Vous êtes sur le perron de la Villa Lagrange entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui reste comme souvenir en vous de ce moment-là? Je pense que c'est plus tard, quand je quitterai le gouvernement, que je me plongerai dans les livres de souvenirs, que je reverrai avec une certaine nostalgie ce moment-là. Sur le moment, j'étais extrêmement concentré, puisque c'était l'image du pays qui était en jeu devant les caméras du monde entier. Et je ne me suis pas rendu compte immédiatement de l'importance que les politiciens, que les citoyens, que la presse donnait à l'événement. Moi, j'avais une mission, c'était de passer un message. Après, nous avions des entretiens avec eux, le soir avant déjà avec M. Biden, le lendemain avec M. Poutine. Et j'avais vraiment l'intention que tout se passe le mieux possible. C'est quand j'ai remis en route mon portable et que j'ai senti que ça vibrait non-stop que je me suis rendu compte qu'il y avait eu quelque chose quand même un peu exceptionnel, puisque j'avais je ne sais plus combien de SMS pour me dire que tout s'était bien passé. Est-ce qu'on n'hallucine pas un peu quand on a en face de soi Joe Biden, quand on a Vladimir Poutine? Non, surtout je crois vu votre parcours, vous qui avez grandi ici dans le canton de Vaud. Non, je ne crois pas. Je crois que, premièrement, ce sont des êtres humains. Ils sont aussi un petit peu prisonniers d'un système. Ils avaient décidé de venir à Genève parce que le président Poutine me l'a dit. Genève est une plateforme excellente pour ce genre de rencontres. Mais les contacts bilatéraux que j'ai eus, avec 2 personnalités totalement différentes, je les ai appréciés et j'ai pu voir aussi qu'entre eux, le courant passait, ce n'était pas la glaciation. S'ils avaient décidé de se réunir à Genève, c'est qu'ils avaient des dossiers extrêmement importants à discuter pour le futur. Et un des premiers éléments ou résultats de cette rencontre, c'était que les 2 ambassadeurs de chaque pays retournaient dans les pays respectifs. Il n'y avait plus d'ambassadeurs, donc on a rétabli les contacts directs. Juste laisser passer les mariés. Dans les inconvénients et les impondérables du direct et des émissions. Vive les mariés. Les poignées de main avec Vladimir Poutine sont redoutables. Comment elle s'est passée, la poignée de main avec Vladimir Poutine? Elle s'est passée tout à fait agréablement. Non, je l'ai accueilli sur le tapis rouge. C'est la première fois que je vois un chef d'État ou un ministre que j'accueille ne pas attendre que le service de sécurité lui ouvre la portière. Lui, il a ouvert la portière tout seul, il est venu vers moi. Nous avons eu 5-10 minutes de discussion en allemand après, en bilatéral, avant que M. Biden arrive. Est-ce qu'on se sent personnellement puissant et est-ce qu'on sent aussi la petite Suisse puissante dans ces moments?
Non, je ne dirais pas ça. Vous avez une mission. Vous savez, ce genre de sommet, il a fallu des semaines pour le préparer. Il a fallu négocier pratiquement chaque parole qui était prononcée publiquement. Il a fallu négocier la possibilité d'avoir 30 à 40 minutes d'entretien bilatéral avec chacun. Ça demande un travail de l'entourage énorme. Et ça, c'était important. Il fallait que tout se réussisse et je crois que le bilan est très positif. On s'était moqué de votre anglais au début de votre mandat. Est-ce qu'avec Joe Biden, vous vous êtes compris, vous êtes parlé en anglais? Oui, je crois qu'il m'a compris, puisqu'à un moment donné, il m'a parlé naturellement des avions de combat, on a parlé d'un tas de dossiers, on a parlé de l'apprentissage aussi, puisque les Américains sont très intéressés par ce qu'ils appellent the Vocational Education Training, donc l'apprentissage d'une manière générale. Et nous avions convenu de parler en anglais directement, de façon à gagner du temps. Donc toute la réunion s'est faite en anglais? Oui, toute la réunion s'est faite en anglais. Par contre, avec les Russes, le bilatéral que j'ai eu avec M. Poutine, on a commencé en allemand, mais après, c'était traduction consécutive, français, russe, et puis entre les Américains et les Russes, c'était anglais-russe. Il y a ce côté très suisse chez vous, très vaudois aussi, cette bonhomie. Est-ce qu'il y a au fond de vous quand même un petit côté calculateur, ambitieux? Non, je ne crois pas. J'ai le goût du résultat, du travail bien fait. Ce qui m'importe, ce n'est pas les flonflons, ce n'est pas le décorum. À la fin, il faut des résultats. C'est souvent pas spectaculaire. Parfois, en politique, c'est ce qui est parfois frustrant, c'est que le résultat, vous le voyez plus tard. Vous avez réussi à atteindre quelque chose et c'est peut-être 3, 4, 5 ans, ou même votre successeur plus tard, qui recueillera les fruits de l'accord que vous avez apporté sur la table. Regardez, je prends un simple accord. M. Schneiderman avait négocié l'accord de libre-échange avec l'Indonésie. Ce n'est pas lui qui a dû mener la campagne de votation, c'est moi qui ai dû mener la campagne de votation. Maintenant, on a signé. Maintenant, nous allons commencer à récolter les fruits. Et c'est comme ça sera comme ça pour certaines choses qui sont venues de mon mandat. C'est le ou les successeurs qui récolteront les fruits. Il y a aussi l'aspect inverse. Vous pouvez avoir quelque chose sur la table, puis après, ça donne des mauvais résultats. Puis vous devez assumer les mauvais résultats aussi. Il n'y a pas que les bons côtés. Hein. Est-ce que vous êtes une bête politique, Monsieur le Président? Non. Non? Non, je ne crois pas. On peut être conseiller fédéral sans être une bête politique? Oui, vous devez avoir la motivation. C'est clair que le jour où vous n'avez plus de motivation, il faut partir. Si vous n'avez plus envie, si le matin, quand je me lève, le jour où je me lève le matin, que le réveil sonne, puis je me dis, mais pourquoi est-ce que je fais encore ça, je donnerai ma démission en ce moment-là. Mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, vos collègues de la presse fédérale, dans une discussion off, il y a une tradition, c'est un peu le dîner des correspondants de la Maison-Blanche version suisse. C'est plus calme. Avec les journalistes. À la fin, je leur ai donné rendez-vous au plus tôt dans 7 ans. Ça les a un peu surpris. Guy Parmelin, un mot encore. La caméra est ici. Est-ce que vous pouvez donner un message aux Suisses qui vous regardent aujourd'hui? Ouais, si j'ai un message à donner, c'est qu'il faut vraiment encore faire un effort dans cette crise. Tous celles et ceux qui ont encore une petite hésitation, vaccinez-vous. Ça va nous aider à sortir le plus vite possible de cette crise. Et le Conseil fédéral, comme tous les Suisses, il n'a qu'une idée. Aussi vite que possible, so schnell wie möglich, raus von der Krise, dehors de cette crise. Vielen Dank. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Confédération. On a entendu la fanfare tout à l'heure qui annonce le début du repas. On va vous laisser aller manger. Beaucoup. Bon appétit. Merci beaucoup. Bon week-end, merci.